politique à travers 4 grandes règles qui régissent le monde depuis l'Antiquité et qui s'appliquent toujours aujourd'hui. Alors installez-vous et soyez attentifs, puisque peu importe le pays que vous dirigez, ces leçons sont valides pour vous et vous devez absolument les comprendre pour être un chef d'État efficace et un leader redoutable. C'est parti pour 4 règles de géopolitique. Numéro 1. Qui contrôle la mer, contrôle le monde. Les mers et les océans du monde ont une importance stratégique absolument essentielle, que ce soit pour le commerce, la communication, le ravitaillement, la projection de l'influence ou même de la force. L'accès à la mer est un atout formidable pour n'importe quel pays. Si vous possédez un tel accès, vous devez le défendre à tout projet d'infrastructure, un arrangement diplomatique ou même une conquête militaire. C'est essentiel au développement de votre nation et dans le chemin de fer vers Djibouti, le pays serait entièrement enclavé et forcé de faire du commerce uniquement avec ses voisins terrestres. Avec un train qui lui donne accès à la mer, l'Éthiopie peut accéder au marché mondial, ce qui lui permet d'écouler ses marchandises et d'importer à meilleur prix. Évidemment, un accès névralgique dont le trafic maritime est dépendant. On parle de passages comme le détroit du Bosphore, le canal de Panama, de Suez, du détroit de Bab el-Mandeb, de celui de Malacca, d'Ormuz, de Gibraltar et de plus en plus du passage du Nord-Ouest. La puissance qui contrôle ces passages contrôle le monde. Ce contrôle peut être militaire, diplomatique, commercial ou carrément territorial. En ce moment, c'est sans aucun doute Washington qui représente la puissance navale dominante. La US Navy est la plus imposante en termes de nombre, de tonnage et d'armement, et c'est elle qui contrôle la totalité des points névralgiques énoncés plus tôt. Dans l'éventualité d'un conflit militaire, elle aurait théoriquement la capacité d'imposer un blocus à l'un de ses points de passage, ce qui pourrait sévèrement amputer la machine de guerre ou l'économie d'un adversaire. Pensez à la crise des missiles en 1962. Le blocus naval américain a permis de bloquer les navires soviétiques et d'empêcher le ravitaillement de Cuba. Quand on remonte dans l'histoire, on constate que la puissance navale est souvent directement reliée à la projection de l'influence. Pour Rome, la Méditerranée permettait de lier l'Empire tout en assurant le commerce des marchandises provenant des territoires éloignés. On vante souvent les célèbres routes romaines comme étant la base de la prospérité de l'Empire, mais il ne faut pas oublier que la route la plus importante d'entre toutes, c'était la Méditerranée. Son fameux empire des mers. Pendant des décennies, la marine royale britannique a dominé le monde, permettant à la couronne anglaise de projeter son influence sur presque tous les continents, de l'Australie jusqu'à l'Amérique du Nord, en passant par l'Inde et l'Afrique du Sud. L'empire britannique s'est étendu partout où se brisent les vagues. Ensuite, au début du 20e siècle, alors que les États-Unis émergeaient comme puissance mondiale, le président Teddy Roosevelt a pratiqué ce qu'on appelle le gunboat diplomacy, qui consiste à intimider des pays côtiers en déployant des navires de guerre juste à côté des plages. En 1907, Roosevelt assemble sur la côte est américaine la fameuse Great White Fleet, ou Grande Flotte Blanche, avant de lui ordonner de littéralement faire le tour du globe, pour prouver à tout le monde que les États-Unis pouvaient déployer des navires de guerre n'importe où et n'importe quand. À l'époque, le canal de Panama n'est pas encore construit, donc le voyage dure pas moins de 14 mois, pour 16 navires et 14 000 marins. Plusieurs ont dénoncé l'initiative de Roosevelt comme étant rien de plus qu'une dépense inutile pour flatter son ego, mais aujourd'hui, on constate que c'était un message qui marquait le début de la suprématie navale américaine. Cette suprématie dure encore aujourd'hui de manière incontestable. Et de plus en plus, la Chine menace la domination américaine en redoublant d'efforts pour construire sa propre marine de classe mondiale. Cette lutte pour l'hégémonie sur les océans représente merveilleusement bien la règle dont on discute en ce moment. À la mesure que la Chine exerce un contrôle sur le trafic maritime dans la mer de Chine, les pays voisins sont forcés de se plier à ces demandes. C'est le début d'une nouvelle ère. Il ne faut donc pas se surprendre de voir l'Australie et la Nouvelle-Zélande tomber progressivement dans la sphère d'influence de la Chine. Celui qui contrôle la mer, contrôle le monde. Règle numéro 2. La géographie est reine. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle la géopolitique ou la géostratégie. Les paramètres géographiques d'un pays donné sont absolument indissociables de son identité, de son caractère politique, ainsi que de sa destinée.
Il y a des choses que vous ne contrôlez pas, des cartes qui vous sont distribuées en début de partie et avec lesquelles vous devez composer en tant que chef d'État. La géographie est l'une d'entre elles, et c'est la plus déterminante. Quand on s'y attarde vraiment, on constate que c'est elle qui dicte pratiquement tout le reste. C'est que la géographie d'un pays en détermine largement les intérêts, autant économiques, diplomatiques, culturels que militaires. Elle peut être une contrainte majeure, tout comme un atout essentiel, dépendamment du contexte. Prenons le Royaume-Uni, par exemple. En temps de guerre, ça peut être un avantage d'être une île, puisque ça complique considérablement une invasion ennemie. Or, ça peut aussi être une contrainte majeure lorsque vient le temps de se ravitailler ou même de déplacer ses propres troupes. Un bon chef d'État comprend les vulnérabilités intrinsèques à son territoire et tente de les retourner à son avantage. La Russie est un vaste territoire difficile à défendre. Or, c'est aussi un espace tampon formidable qui rend une invasion pratiquement impossible. Parlez-en à Hitler ou à Napoléon. Lorsque la Russie se replie sur elle-même, elle est virtuellement imbattable, puisqu'elle a appris à utiliser son énorme territoire à son avantage en étirant les lignes de ravitaillement jusqu'à leurs limites. En fait, quand on étudie l'histoire de la Russie, on a un exemple fascinant de la connexion intime entre la géopolitique et la géographie. En partie puisqu'elle n'avait aucune réelle frontière naturelle. La Russie kievienne a été envahie et humiliée par les cavaliers mongols de Gengis Khan. Lorsqu'elle s'est finalement relevée, la Russie kievienne a repoussé ses frontières jusqu'aux montagnes de l'Oural, avec l'espoir de prendre une position plus défendable. Une fois aux montagnes, les Russes ont choisi de continuer et d'envahir les territoires de l'autre côté de l'Oural jusqu'à la prochaine frontière naturelle. De l'autre côté, ils ont envahi sans réelle résistance, jusqu'au détroit de Bering, qu'ils ont même traversé pour conquérir l'Alaska moderne. En 163 ans, la Russie a étendu son territoire à l'est par plus de 9000 kilomètres. Elle vendra plus tard l'Alaska aux États-Unis, justement pour retraiter vers une frontière plus facile à défendre, soit le détroit de Bering. C'est vu aujourd'hui comme une erreur historique, mais l'esprit de la transaction est tout à fait compréhensible. Les États veulent des frontières défendables, idéalement basées sur des contraintes naturelles, comme une rivière, des montagnes ou un désert. S'ils réussissent, ils deviennent presque imprenables, en se garantissant un avantage défensif. La perspective d'un combat inégal est souvent suffisante pour repousser un envahisseur potentiel. À l'inverse, une frontière vulnérable, c'est une invitation à l'invasion militaire. Il suffit d'étudier la Pologne pour bien comprendre à quel point c'est flagrant. La Pologne est située au beau milieu de ce qu'on appelle la Grande Plaine européenne, ce qui en fait un goulot d'étranglement que les grandes armées n'ont pas le choix de traverser. Au 5e siècle, c'était Attila le Hun. Au 13e, Gengis Khan. Ensuite, Napoléon en 1812 et finalement Hitler en 1939. Si votre pays ne possède aucune frontière naturelle, préparez-vous à faire la guerre. De gigantesques montagnes comme en Suisse compliquent l'agriculture et la mobilité, mais elles permettent de repousser les envahisseurs et de rester neutre en cas de conflit régional. À l'inverse, un territoire composé d'une plaine accessible et possédant des rivières navigables est facile à cultiver, mais il invite à l'invasion et il est très difficile à défendre. Aucun atout ne vient sans son lot de contraintes. Règle numéro 3. Les armes font la différence. Quand on survole l'histoire des conflits militaires, on constate que certaines armes peuvent complètement bousculer l'équilibre de la force. Le simple fait de la posséder dans son arsenal est parfois suffisant pour intimider un adversaire. Les exemples sont très nombreux à travers l'histoire. La catapulte, la poudre à canon, les chevaux, la bombe nucléaire. Ces technologies ont changé les règles du jeu et permis l'émergence de nouvelles puissances. En fait, on pourrait affirmer que chaque amélioration incrémentale offre un avantage important qui peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Si vous équipez vos avions d'un missile pouvant être tiré à 50 km et que votre adversaire peut tirer les siens à 75 km, vos pilotes n'auront virtuellement aucune chance et vous risquez de perdre la suprématie aérienne en quelques heures seulement. La guerre est perdue avant même d'avoir commencé. C'est exactement pour cette raison qu'on assiste depuis le début de l'histoire des peuples à une course perpétuelle vers le développement d'armes toujours plus sophistiquées et toujours plus performantes.
Les humains veulent la sécurité et la capacité de repousser un agresseur potentiel a toujours été un élément fondamental de ce sentiment de sécurité. C'est à la base de la pyramide de Maslow. C'est plus fort que nous. Développer des nouvelles armes, c'est un réflexe aussi hostile que défensif. Et c'est pourquoi votre pays ne peut tout simplement pas se permettre de courir en dernière place. Vous devez toujours viser la tête du peloton régional, sans quoi votre vulnérabilité invite à la violence. C'est une question de sécurité, mais aussi de souveraineté et d'autonomie. De toutes les époques, les États trop faibles pour se défendre eux-mêmes sont vassalisés par une plus grande puissance et leur destin est déterminé en fonction des intérêts de la puissance en question. De nos jours, on appelle ça autrement, bien sûr. On dit que c'est une alliance, une entente de défense, un partenariat, mais la réalité demeure la même. Ce sont des vassaux, incapables de se défendre eux-mêmes. Dans l'éventualité d'un conflit, ils ne sont rien de plus que des pions. Évidemment, si vous dirigez un petit pays, il peut être difficile de résister à la vassalisation, mais il existe des moyens de maintenir un certain équilibre. Le meilleur, c'est de conserver une longueur d'avance au niveau technologique, au moins dans la région immédiate. Ça repousse les agresseurs potentiels et ça garantit que vos forces ont un avantage qualitatif dans l'éventualité d'un conflit. On pourrait penser à Israël, à la Corée du Sud, à Taïwan ou même au Japon. Le maintien d'une industrie high-tech permet de combler l'écart avec les puissances régionales tout en réduisant la dépendance envers Washington. Si vous avez une petite armée, donnez-lui les moyens d'être crédible avec des armes à la fine pointe de la technologie. Si vous en avez une grande, ne sous-estimez pas le potentiel d'une petite armée bien équipée. Pensons au mouvement des Moudjahidines, par exemple. Lorsque l'Union soviétique a envahi l'Afghanistan au début des années 80, la résistance afghane était complètement dépassée par l'armée rouge. Les hélicoptères soviétiques pouvaient survoler l'Afghanistan en toute impunité, du moins jusqu'à ce que Washington s'en mêle. Quand la CIA s'est mise à armer les combattants Moudjahidines avec des missiles Stinger, les hélicoptères soviétiques se sont mis à tomber du ciel par douzaines. C'était un vrai carnage, une résistance asymétrique rendue possible par une seule arme. Pour vous donner une idée, plus de la moitié des 451 aéronefs perdus par l'Union soviétique pendant toute la durée du conflit ont été abattus par des missiles Stinger. 10 000 $ contre 10 millions. En vous adaptant à la menace, vous pouvez résister. Bien sûr, il est facile de se retirer de tout ça, de dire qu'on est pacifiste et qu'on ferait tout pour éviter un affrontement militaire. Mais il faut être réaliste. Si votre pays a besoin de se faire entendre sur une question qui relève d'un intérêt vital, que la diplomatie échoue, vous allez faire quoi? Demander gentiment? Si personne ne vous prend au sérieux parce que la menace de votre intervention n'est pas crédible, que vos forces armées sont dépassées et que tout le monde est au courant, vous n'avez absolument aucun poids sur la scène internationale. Vous allez vous faire marcher sur les pieds et devrez réagir avec encore plus de force. En d'autres mots, négliger la guerre, c'est courir après. Les dépenses militaires sont impopulaires. Elles drainent les finances publiques et elles lancent un message contre-intuitif. Mais elles sont nécessaires au maintien de la souveraineté. Que vous le vouliez ou non, les armes font la différence. Et finalement, règle numéro 4, les empires s'effondrent. Philosophiquement, c'est la leçon la plus importante, celle qui doit guider vos actions et vous pousser à réfléchir sur la trajectoire du monde. Rien n'est éternel. Depuis des milliers d'années, les humains organisent leur société sous forme d'empires qui émergent et qui s'effondrent au rythme de l'histoire. Combien d'empires ont dominé la planète pendant des centaines d'années pour ensuite s'écrouler sur eux-mêmes? La liste est longue. L'Empire assyrien a duré près de 1600 ans, Rome près de 500 ans, même chose pour les Perses, les Byzantins, les Ottomans, le Japon impérial, l'Empire britannique ou même l'URSS. Toutes des entités politiques qui ont marqué leur époque, qui ont formé un empire pour ensuite connaître un déclin et finalement disparaître. C'est une leçon importante pour vous en tant que chef d'État moderne. Tout est éphémère, y compris votre pays. Les dizaines de grandes civilisations disparues témoignent de la fragilité des gouvernements contemporains. Aucune structure politique ne résiste à l'épreuve du temps.
Ça peut avoir l'air terrifiant, mais d'une manière, c'est aussi rassurant. C'est un rappel que l'histoire est composée de grands cycles et qu'ils amènent chacun des changements difficiles mais nécessaires à l'avancement de l'espèce humaine. Si les États-Unis sont aujourd'hui la puissance militaire et économique dominante, les choses pourraient changer. Et il est possible qu'on y assiste. Est-ce que c'est garanti? Pas du tout. Peut-être qu'on se trompe. Certains prédisent la montée de la Chine, mais vous savez quoi? Même si ça se produit, cet empire-là va lui aussi s'effondrer un jour, lorsque son tour viendra. Ça peut avoir l'air catastrophiste, mais il est important de garder cette perspective historique à très long terme pour déterminer ce qui compte vraiment pour le futur de votre nation. À quoi va ressembler le monde dans 20 ou dans 50 ans? Vos alliés seront-ils toujours vos alliés? Et les ressources qui font votre richesse auront-elles toujours la même valeur? Quelles sont les tendances économiques? Ou encore, que prédisent les indices démographiques? C'est votre travail de répondre à ces questions et de préparer votre pays en conséquence. Les menaces qui ont mené à l'effondrement des structures politiques sont souvent venues de l'intérieur. Donc posez-vous la question, votre pays est-il vraiment à l'abri de la balkanisation? La gestion quotidienne de l'État sera votre principale préoccupation. Or, n'oubliez jamais que vous avez une place à défendre dans l'histoire des nations. Alors pour résumer, qui contrôle la mer, contrôle le monde. La géographie est reine. Les armes font la différence. Et finalement, les empires s'effondrent. Ces leçons sont élémentaires, mais elles devraient vous permettre de mieux comprendre les rapports